Le 19 septembre 1995, dans la ville de Kimnel Bay, au pays de Galles, en Grande-Bretagne, un homme habillé en noir rentre dans une armurerie. Il se dirige vers le comptoir et demande au propriétaire de lui montrer les couteaux de chasse mis en vente dans le magasin. L'homme précise au vendeur que c'était le jour de son anniversaire et qu'il souhaitait se faire un cadeau. Rien ne laissait croire qu'à partir de ce moment, le pays de Galles allait plonger dans l'horreur. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante mais vraie du tueur en série Peter Moore, surnommé The Man in Black, ou l'homme en noir en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Notre histoire débute le 19 septembre 1946 dans la ville de St. Helens, dans le comté de Lancashire, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là voit la naissance du petit Peter Moore. Peter est le fils unique du couple formé de Edith et Ernest Moore. Edith et Ernest Moore étaient un couple ayant la quarantaine et étant plutôt aisé. Ils faisaient clairement partie de la petite bourgeoisie de la région. En effet, dans une région majoritairement ouvrière, Edith et Ernest possédaient une petite quincaillerie prospère et, de ce fait, les revenus de la famille se démarquaient clairement de la majorité de la population. Et c'est dans cet environnement plutôt aisé que voit le jour le petit Peter Moore. La naissance de Peter a été vécue par ses parents comme un véritable miracle. Edith, sa mère, avait été plusieurs fois diagnostiquée par le passé comme ayant une morphologie ne favorisant pas la grossesse. Le jour de la confirmation de la grossesse d'Edith ramena, selon ses dires, la joie dans le foyer. À la naissance de Peter, et au vu de l'historique de la famille, Edith va naturellement, et au fil des semaines, développer une attitude très protectrice envers le nouveau-né. Une attitude qui va s'amplifier au fil des années. Peter était le joyau de sa mère, et cela se ressentait clairement. Jamais elle ne le punira, et l'érigera constamment sur un piédestal. Du côté de son père, Ernest, et malgré l'amour véritable que celui-ci lui porte, son attitude envers lui était radicalement différente. Ernest Moore avait une vision de la vie très ordonnée et souhaitait appliquer le même type de discipline à son fils. Selon les dires de Peter Moore plus tard, il arrivait à Ernest, son père, de le punir sévèrement. Une attitude sévère qui était exacerbée par son alcoolisme. Quoi qu'il en soit, la petite enfance de Peter Moore se passe normalement, entre une mère qui le couve et un père plus sévère. Mais malgré cela, Peter ne montre pas de déséquilibre mentaux particulier. En 1952, alors que Peter était âgé de 6 ans, les parents Moore décident de changer de vie et déménagent dans la petite ville de Kimnel Bay, une station balnéaire dans le nord-est du pays de Galles. Ils vendent donc leur magasin de Sainte-Hélène et en ouvrent un nouveau dans leur nouvelle ville d'adoption. Avec ce déménagement, les parents souhaitaient offrir à leur enfant un meilleur cadre de vie. Le déménagement en lui-même se passe très bien. L'ouverture du magasin des Moore est un véritable succès et la famille finit par s'intégrer parfaitement dans la communauté et devient très vite appréciée et respectée. À la même période, Peter Moore, âgé donc de 6 ans, intègre la Towin Junior School pour débuter son parcours scolaire. Ses débuts à l'école se passent très bien. Les professeurs se rappelaient de lui comme un élève très poli et travailleur. Il n'avait pas de résultats exceptionnels, mais était dans la moyenne. La seule chose que tout le monde remarquait était que Peter était un enfant très solitaire et réservé. Mais à part cela, rien de particulier n'est à signaler. Du côté de Peter, ses débuts à l'école vont être comme une sorte de révélation. Au fil des mois qui vont suivre,
il va se rendre compte qu'il était différent des autres. Il était plus grand de taille que ses camarades, et en plus de cela, il se rend aussi compte qu'il avait un niveau social plus élevé qu'eux. Ces deux pensées vont au fil du temps développer en lui une sorte de sentiment de supériorité. Il avait le sentiment de dominer son entourage par sa taille et par sa manière de vivre. À la maison, la différence de caractère entre son père et sa mère va développer chez Peter un vrai complexe oedipien. En effet, il adorait sa mère et lui vouait une véritable adoration. Et au contraire, il commençait petit à petit à détester son père. Et les années vont passer, renforçant progressivement ces différents sentiments. En 1958, Peter Moore sort diplômé de la Towin Junior School et intègre la Eastgall Breen Elian Secondary School pour débuter ses études secondaires. Là encore, Peter se démarquait par sa politesse et était considéré comme un élève moyen. Durant son adolescence, toutes ses idées vont prendre de plus en plus d'ampleur. Il se sentait toujours supérieur socialement aux autres et considérait de plus en plus sa taille comme le reflet de cette supériorité. À la maison, ses sentiments envers ses parents ne cessaient de se développer. Il vénérait toujours autant sa mère et détestait de plus en plus son père, non plus seulement à cause de son attitude envers lui, mais parce qu'il soupçonnait que celui-ci soit gay. Les enquêteurs qui travailleront sur cette affaire plus tard ne trouveront néanmoins aucune preuve directe ou indirecte concernant les orientations présumées de son père. En 1960, alors âgé de 14 ans, totalement guidé par ses idées préconçues, Peter commence à développer un véritable mépris envers les autres. Il se sentait toujours supérieur aux autres et souhaitait être le centre de toutes les attentions. Et de ce fait, il était convaincu que de par sa supériorité, tout devait lui être dû. Des sentiments intérieurs qui se manifestaient par une certaine arrogance. En 1961, Peter se rend progressivement compte qu'il était en fait attiré par les hommes et non par les femmes. Une attirance qu'il va essayer de refouler, mais sans succès. Je rappelle qu'à cette époque, il n'était pas envisageable de dévoiler ouvertement son homosexualité. La pression sociale était beaucoup trop forte. À cet âge, ses sentiments étaient en lui, mais il le cachait aux yeux du monde, y compris à ses parents. En 1963, Peter, alors âgé de 17 ans, isolé et déchiré intérieurement entre ses sentiments et les conventions sociales de l'époque, va progressivement développer une passion qu'il va considérer comme un véritable échappatoire à son quotidien. Cette passion était le cinéma. Il passait la majeure partie de son temps à aller au cinéma et à écrire ses propres scénarios. Sa mère, remarquant sa passion, va même lui offrir une caméra 8 mm pour qu'il puisse faire ses propres films. Ce cadeau va de plus en plus renforcer la fascination de Peter envers le grand écran. En 1964, alors âgé de 18 ans, Peter sort diplômé de la Eastgall Breen Elian Secondary School et décide d'arrêter ses études et de rentrer dans la vie active. Il est donc embauché par ses parents et commence à travailler dans le magasin familial. Sa voie était toute tracée. Après quelques années, il reprendra le magasin familial. Mais comme vous vous en doutez, tout ne se déroulera pas comme prévu. Nous sommes maintenant en 1968. Peter Moore a 22 ans. Cela faisait près de 4 ans qu'il travaillait dans le magasin de ses parents. À partir de cet âge, Peter va commencer à accepter son homosexualité. Il va même commencer à fréquenter ouvertement des hommes et des bars gays de Liverpool. La ville de Liverpool était située à près de 30 km de là où la famille Moore habitait. C'est à partir de cet âge aussi qu'il n'hésitait pas à se déplacer à Londres pour fréquenter les quartiers gays en pleine effervescence de la capitale anglaise. Mais au bout de quelques mois, cela ne suffisait plus à Peter. Il en voulait plus. Et petit à petit, au fil de ses fréquentations, il va être progressivement initié au SM. La découverte de ces pratiques extrêmes va être une véritable révélation pour Peter. En effet, il découvre en lui une obsession pour la domination et le contrôle des autres. Selon les psychiatres qui étudieront le cas de Peter Moore plus tard, il est évident que le désir de contrôle devenait de plus en plus obsessionnel pour lui. Un désir de contrôle additionné à un désir de violence refoulée. Mais le plus grave est à venir. En plus de ses désirs de contrôle physique, Peter commençait à développer en parallèle une fascination pour le régime politique totalitaire de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale.
Cette fascination le guidant à chiner dans les brocantes, à la recherche de reliques allemandes datant de cette période. La fascination de Peter pour ce régime politique n'est pas anodin. C'est l'une des dictatures symbolisant le plus la notion de contrôle de la population. Le temps passant, Peter devenait de plus en plus violent et extrême dans ses pratiques, n'hésitant pas à se déguiser avec des uniformes allemands durant ses séances. Son uniforme se composait alors d'un pantalon de cuir noir, d'une veste noire, d'une chemise militaire noire, d'une cravate noire et d'une casquette noire. Au fil des ans, ces séances avec des hommes devenaient de plus en plus violentes. Mais Peter, qui aimait tout contrôler, savait qu'il ne risquait rien en dépassant les limites. En effet, en s'attaquant à la communauté gay, il savait qu'aucun de ses partenaires n'allait aller porter plainte à la police par peur d'être stigmatisé. Toujours cette fameuse pression sociale. À partir de 1975, alors âgé de 29 ans, Peter, qui avait fait le tour de la question, en voulait plus, beaucoup plus. Il va alors passer à un niveau supérieur et commencer à attaquer gratuitement des hommes dans la rue en les agressant violemment. Celui-ci faisait des escapades nocturnes, habillé avec son uniforme noir, et repérait des hommes marchant seuls, puis s'arrêtait à leur niveau avant de les frapper violemment avec une barre de fer. Celui-ci n'était jamais inquiété ni soupçonné par la police, se sentant de plus en plus intouchable et invincible. Et cela va le pousser à agresser des hommes de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment, en laissant certains dans le coma. Selon la police qui étudiera le cas de Peter Moore plus tard, on estime son nombre d'agressions à près de 40, entre le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Mais jusque-là, il n'avait pas encore tué, et à aucun moment la police n'y associera son nom. Et la vie va donc continuer pour Peter, entre son travail dans le magasin de ses parents et ses escapades nocturnes violentes. Nous sommes maintenant en 1979. Cela faisait quelques années que Peter Moore menait une double vie. Le jour, il était employé dans le magasin de ses parents, et le soir, il menait des excursions pour agresser des hommes seuls dans la rue, déguisés en uniforme de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1979, un événement va venir chambouler la vie de Peter. En effet, en mars 1979, le père de Peter, Ernest Moore, décède brutalement. Et très vite après cet événement, Peter se retrouve en charge et à la gestion des affaires du magasin. N'ayant jamais perdu sa fascination pour le cinéma, Peter décide en 1980 d'ouvrir une section de location de cassettes vidéo dans le magasin. Cette offre va plutôt bien fonctionner et une nouvelle idée va germer dans la tête de Peter. Il ne voulait plus consacrer son temps pour une quincaillerie. Il voulait vivre de sa passion. Quelques années plus tard, après avoir bien étudié son plan, il décide de vendre la boutique de ses parents et achète en 1991 un premier cinéma dans la petite ville de Holyhead. Dès l'ouverture du cinéma, il devient une sorte de héros local, faisant revivre les petits cinémas de village. De nombreux articles sortent dans la presse, louant son implication. De son côté, Peter est présent très régulièrement dans son cinéma, discutant et créant des liens avec les familles qui étaient présentes. Quelques années plus tard, en 1994, Peter va ouvrir un second cinéma dans la ville de Baglit, puis un troisième à Kinmel Bay. Durant cette période, Peter alternait toujours entre une vie publique riche et des sorties nocturnes ponctuées d'agressions sordides et bien entendu cachées aux yeux du monde. C'est une période très heureuse pour Peter. Il avait à cette période tout ce dont il rêvait, mais tout allait bientôt changer et mener Peter dans le chaos. En avril 1994, un événement allait venir le déstabiliser. En effet, à cette date, sa mère décède soudainement d'une maladie cardiaque. Comme vous le savez déjà, sa mère était tout pour lui. Il la vénérait et elle était pour lui une véritable béquille. À la disparition de sa mère, Peter se retrouve donc seul dans leur grande maison. Et sans le garde-fou que représentait sa mère, il va complètement perdre pied. Très vite, la pratique du SM va venir occuper la maison. Des amis de l'époque se rappelaient que de nombreux accessoires étaient maintenant disposés partout dans la maison. En plus de cela, la maison devenait le lieu où il amenait ses partenaires pour ses séances. Pour les psychiatres qui vont étudier le cas de Peter plus tard, il est évident que le décès de sa mère a totalement effacé la limite qui pouvait exister entre sa vie publique et ses fantasmes les plus sombres. En plus du décès de sa mère, Peter avait un autre problème majeur.
Malgré la façade, ces cinémas étaient de véritables gouffres financiers. Ils s'étaient étendus trop vite et la plupart des salles de ces cinémas tournaient à vide. Après l'ouverture de son 3e cinéma, Peter se retrouve donc dans une situation financière très difficile. Ces difficultés financières ne vont faire qu'accroître sa frustration et par la même occasion la violence de ses agressions. En effet, avec ces difficultés, ces agressions étaient les seuls véritables moments où il avait le sentiment d'avoir le contrôle sur les choses. Et en cette année 1995, ces agressions nocturnes ne lui suffisaient plus à faire face à ses frustrations. Il voulait maintenant passer à la vitesse supérieure, et ce qui devait arriver allait finalement arriver, et les démons de Peter Moore allaient finalement prendre le dessus, le menant vers un périple macabre terrifiant. Nous sommes maintenant le 19 septembre 1995. Peter Moore, bien décidé à passer à l'action, prend un après-midi de congé et décide de se faire un cadeau pour son anniversaire. Il se dirige vers une armurerie de Kinmel Bay, entre dans le magasin et se dirige vers le comptoir et demande à voir les couteaux de chasse qui étaient en vente. Son dévolu se porte sur un couteau noir à double lame. Après quelques minutes, il l'achète et sort du magasin. Le même jour, durant son trajet de retour, Peter va croiser la route d'un homme nommé Henry Roberts, 56 ans. Henry Roberts était un ancien cheminot qui vivait reclus dans une maison isolée dans une petite ville nommée Anglesey. Dès que Peter le croise, il décide que cet homme sera sa première victime. Il entreprend donc de le suivre discrètement et repère sa maison. Durant les jours suivants, il va le suivre et étudier ses habitudes. Il notera par exemple que Henry sortait tous les soirs vers 19h pour se rendre dans un pub à proximité, pour boire quelques verres avec des amis. Puis chaque soir, il rentrait seul et à pied chez lui. Quelques jours plus tard, Peter décide de passer à l'action. Il met donc son uniforme noir et se dirige la nuit vers le domicile de Henry Roberts. Arrivé devant chez lui, il se faufile dans la propriété, puis décide de faire du bruit pour attirer Henry à l'extérieur de la maison. Après avoir fait du bruit, il se cache près de la porte de la maison. Comme prévu, Henry Roberts ouvre la porte et sort de la maison pour regarder d'où venait ce bruit. Puis au bout de quelques secondes, il voit un homme en uniforme noir tenant un couteau à la main. Pris de panique, celui-ci se retourne et s'apprête à rentrer de nouveau chez lui. Mais il était trop tard. Peter se jette sur lui et commence à le poignarder. Il avait une telle rage en lui qu'il poignardera Henry Roberts près de 27 fois. Après le décès de Henry, Peter se relève et se dirige calmement vers sa voiture avant de rentrer chez lui. 4 jours plus tard, dans le pub, les amis d'Henry, n'ayant plus de nouvelles de lui, commençaient à s'inquiéter. L'un d'eux décide de se diriger vers la maison d'Henry pour essayer d'avoir de ses nouvelles. Arrivé chez lui, il découvre le corps sans vie de son ami. Paniqué, il court alors vers le pub et appelle la police. La police arrivera quelques minutes plus tard sur la scène de crime et débutera son enquête. Mais à ce stade, comme vous vous en doutez, il n'y avait pas assez d'éléments pour pouvoir déterminer une piste ou un suspect. De son côté, Peter continuait sa vie tranquillement, sans être inquiété. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce meurtre va réveiller en lui un sentiment de contrôle, comme il ne l'avait jamais encore ressenti. Et malheureusement, il va très vite vouloir ressentir de nouveau cette sensation. Un mois plus tard, en octobre 1995, Peter Moore décide de partir de nouveau en chasse. Il prend une nouvelle journée de congé et se dirige dans le quartier gay de Liverpool. Dans la soirée, il rentre dans un bar gay nommé Pacos. Puis, après quelques verres, il finit par repérer un jeune homme nommé Edward Carty, 28 ans. Edward portait la tristesse sur son visage. En effet, celui-ci noyait dans l'alcool le chagrin du décès de son ex-petit ami. Peter avait le don de repérer les hommes en détresse. Pour lui, c'étaient des victimes plus faciles à manipuler. Il s'approche donc d'Edward Carty et commence une discussion. Après quelques verres et quelques rigolades, Edward Carty demande à Peter Moore si celui-ci pouvait le déposer chez lui. Peter, qui n'en espérait pas tant, accepte. Et les deux montent dans la voiture de Peter. Au bout de quelques minutes, Edward commence à dormir dans la voiture. Peter, remarquant cela, décide de sauter sur l'occasion. Il change donc de route et se dirige dans un bois isolé nommé Clocaenog. Quelques minutes plus tard, Edward se réveille
et se rend compte que la voiture se dirigeait dans les bois et le fait remarquer à Peter. Mais celui-ci, impassible, finit par s'arrêter sur le bas-côté et sort de la voiture en demandant à Edward de le suivre. Edward sort de la voiture et s'approche de Peter. Légèrement inquiet, il dit à Peter « J'espère que tu n'es pas comme Nielsen ». À ce moment-là, Edward faisait référence à un autre tueur en série britannique nommé Dennis Nielsen, qui avait terrorisé l'Angleterre quelques années auparavant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce Dennis Nielsen. Je vous mets un lien en haut de cet écran si vous souhaitez la voir. Mais revenons donc à notre scène. Lorsque Edward demande à Peter s'il n'était pas comme Nielsen, Peter, de manière très froide, va alors le regarder et lui dire « Oui, je suis comme lui ». Puis, à la fin de sa phrase, Peter sort son couteau de la poche et poignarde Edward Carty à mort. Après avoir fini, il va cacher son corps dans les hautes herbes et rentrer chez lui calmement. Edward Carty, n'ayant pas d'amis et étant distant avec sa famille, aucun avis de recherche ne sera émis. Son corps ne sera retrouvé que bien plus tard. Évidemment, après ce meurtre, Peter n'était pas non plus inquiet et se sentait de plus en plus invincible. Le 30 novembre 1995, soit un mois plus tard, Peter, qui était de nouveau en chasse, croise une caravane isolée avec les lumières allumées près de la route A5. À l'intérieur de cette caravane se trouvait Keith Randalls, 49 ans, un père de famille qui avait décidé de passer la nuit dans la caravane de chantier de construction dont il s'occupait. Peter décide de sauter sur l'occasion. Il s'arrête et s'approche de la caravane, habillé de son uniforme noir. Il se présente devant la porte et frappe. Keith entrouvre la porte et Peter s'engouffre, couteau à la main, et commence à poignarder Keith. Durant l'agression, Keith Randalls, qui essayait de se défendre comme il pouvait, demande à Peter pourquoi il faisait ça. Et Peter fait une pause de quelques secondes en le regardant dans les yeux et lui dit froidement « pour le plaisir ». Après avoir fini, il quitte les lieux calmement, laissant le corps sans vie de Keith Randalls derrière lui. Le corps de Keith sera retrouvé le lendemain par des ouvriers venant sur le chantier de construction. La police se déplacera sur les lieux, mais ne trouvera aucune piste concluante. Et Peter Moore continuait sa vie tranquillement, sans aucunement être inquiété. Un mois plus tard, le 12 décembre 1995, Peter, qui était de nouveau en chasse, croise la route d'Anthony Davis, 40 ans. Anthony marchait près de la plage de Pensarn après avoir rendu visite à sa tante habitant à proximité. Peter Moore arrête donc son van blanc, un van qu'il avait loué la veille pour déplacer des bobines de film d'un cinéma à l'autre. Peter s'arrête donc, enfile son uniforme noir et commence à suivre Anthony Davis sur la plage. Au bout de quelques minutes de filature, il se jette sur Anthony et le poignarde à 6 reprises avant de se relever. Mais cette fois-ci, durant l'attaque, Anthony réussit à blesser Peter au bras. Pour cacher sa blessure, Peter prend donc le manteau d'Anthony et l'enroule sur sa blessure, puis celui-ci rentre chez lui. Arrivé chez lui, Peter soigne son bras, lave le manteau d'Anthony et le pose sur le porte-manteau à l'entrée de sa maison. À ce stade, rien ne semblait pouvoir arrêter le périple macabre de Peter Moore, mais bientôt, tout allait changer. Le lendemain du meurtre d'Anthony Davis, à 16h30, sa femme, inquiète de n'avoir aucune nouvelle de lui, appelle la police pour déclarer sa disparition. La police débute donc ses recherches dans la zone proche de la maison de la tante d'Anthony, que celui-ci avait visitée avant sa disparition. Et après quelques heures de recherche, le corps d'Anthony sera finalement retrouvé sur la plage. Mais comme pour les précédentes scènes de crime, la police ne trouve aucun indice ni aucun suspect. Et vu la proximité temporelle des crimes, la police n'avait pas encore émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un tueur en série. Pressée par la famille, la police fait quand même un appel à témoins et met à la disposition du public une hotline directe. Grâce à cet appel à témoins, 2 pistes vont finalement se dégager. La première piste concerne le van blanc. En effet, plusieurs témoins avaient repéré ce van blanc avec une plaque de location à proximité du lieu de la découverte du corps d'Anthony. La police fait une recherche rapide chez les loueurs locaux et découvre très vite que l'un d'eux avait effectivement loué un van blanc quelques jours plus tôt à un certain Peter Moore. Mais à ce stade, rien ne liait directement ce van blanc au meurtre. Mais le nom de Peter Moore est néanmoins noté par la police pour vérification. La seconde piste qui est apparue après l'appel à témoins a été donnée par un appelant anonyme.
L'homme au bout du fil avait raconté une agression qu'il avait subie quelques années plus tôt sur cette même route par un homme habillé en noir. Celui-ci l'avait fait monter dans sa voiture avant de l'amener chez lui dans une maison de Kinmel Bay et de l'agresser avec une barre de fer. La victime avait finalement réussi à s'échapper. L'appelant anonyme décrit aussi la route qu'avait suivie l'agresseur pour l'emmener chez lui. La police, intriguée, décide de suivre le chemin indiqué par la victime anonyme et finissent par tomber devant une maison. Après vérification, il s'agissait de la maison de Peter Moore. Encore une fois, ce même nom apparaissait. À ce stade, il ne pouvait plus s'agir d'une coïncidence. Après cet appel, la police lance donc un mandat d'arrêt contre Peter Moore pour le meurtre d'Anthony Davis. Le 21 décembre 1995, au matin, la police se met en planque devant la maison de Peter Moore. Puis au bout de quelques minutes, la police remarque le van en train de sortir de la propriété. La police décide alors de passer à l'action et d'arrêter le van. Peter, totalement surpris, n'oppose aucune résistance et se laisse arrêter. La police jette un œil dans le van et découvre un sac de sport sur le siège passager. À l'intérieur, il découvre un couteau de chasse à double lame qui pouvait avoir servi au meurtre d'Anthony Davis. Durant son interrogatoire au poste de police, Peter va nier son implication dans le meurtre d'Anthony Davis et reste très calme. Mais parallèlement, la police va lancer une perquisition à son domicile. Sur place, la police découvre le manteau d'Anthony Davis sur un porte-manteau. La police découvre aussi un uniforme allemand noir. Mais ils vont aussi découvrir un lecteur de cassettes identique à celui volé dans la caravane de Keith Randall. La police découvre aussi sur une des tables de la maison des coupures de journaux parlant des différents meurtres. À ce stade, la police n'avait plus aucun doute. Ils tenaient leur tueur. Le périple macabre de Peter Moore allait s'arrêter là. Du côté de Peter Moore, ayant été informé des découvertes durant la perquisition, il décide de passer aux aveux pour essayer de réduire sa peine. Il va donc avouer les meurtres de Henry Roberts, de Keith Randall, d'Anthony Davis et celui d'Edward Carty, dont la disparition n'avait pas encore été déclarée. Peter Moore va aussi donner un plan montrant où se trouvait le corps d'Edward Carty. Le corps d'Edward sera effectivement trouvé sur le lieu indiqué par Peter le 23 décembre 1995. Peter Moore en profitera aussi pour avouer les agressions violentes de 39 hommes entre 1975 et 1995. Le procès de Peter Moore débute le 11 novembre 1996. Durant ce procès, il va dans un premier temps tenter de revenir sur ses aveux. Mais la découverte du corps d'Edward Carty sur ses indications rendait cette posture intenable. Durant le procès, il va aussi dire que le vrai tueur était un certain Jason. Mais cette position va très vite tomber à l'eau lorsque les enquêteurs découvrent que ce Jason n'était autre que le tueur du film Vendredi 13. Le 29 novembre 1996, après 2h30 de délibération, le jury déclare Peter Moore coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Peter Moore purgera sa peine dans la prison de haute sécurité HMP Wakefield. Durant ces années d'incarcération, Peter Moore tentera de faire appel devant la Cour européenne, mais ses recours seront rejetés. À la sortie de cette vidéo, Peter Moore est toujours en vie et purge sa peine dans la même prison. De nombreuses questions restent en suspens concernant Peter Moore. L'une d'elles est la raison du choix de ces hommes. Y avait-il un profil spécifique de victime ou ceux-ci n'étaient choisis que par pur hasard et agressés par pur sadisme? Il est difficile de répondre à cette question puisque Peter Moore est entré dans un mutisme total depuis son incarcération. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire du tueur en série Peter Moore, aussi surnommé The Man in Black, ou l'homme en noir en français, ou le parcours sadique d'un homme guidé par ses obsessions et qui a semé la mort et la désolation sur son chemin. Peter Moore a traumatisé le pays de Galles dans les années 90 et reste à ce jour considéré comme un des plus grands tueurs en série du pays. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.